La question qui se pose, c'est est-ce que le SMIC est le bon outil pour ça? Et c'est pas certain. Parce que si le SMIC était le bon outil pour ça, je pense qu'on l'aurait déjà fait, je pense qu'on l'aurait déjà augmenté. Pourquoi voulez-vous? Si c'était facile, je ne vois pas quel masochisme aurait empêché les gouvernements d'augmenter le SMIC. C'est très facile de répondre. Alors, 30 secondes, je termine mon raisonnement avant que vous me disiez que j'ai tort. Non, c'est pas vous qui avez tort. En France, la spécificité de la France, c'est qu'on a encore beaucoup de chômage. Vous avez à peu près 5 millions de personnes qui sont en situation de sous-emploi. Il y a 3 millions de demandeurs d'emploi, il y en a 2 millions qui voudraient travailler plus, mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles ne trouvent pas. Ça fait 5 millions de personnes. Quand vous regardez qui sont ces 5 millions de personnes, en fait, ce sont des gens, ce sont des profils qui sont assez homogènes. Ce sont des gens qui n'ont pas eu de grosses qualifications initiales. Et ce que l'on craint, c'est que si on augmente le SMIC, vous l'augmentez pour toutes les entreprises. Vous ne l'augmentez pas pour les entreprises qui peuvent augmenter les salaires. Le SMIC, ça augmente pour tout le monde. Ce que l'on craint, c'est que si on augmente le SMIC, alors même que les gens qui soit sont au chômage, soit ont les salaires les plus bas, sont des gens qui n'ont pas eu beaucoup de qualifications, en fait, on va aggraver le problème du chômage. Et donc... Dans cette catégorie-là. Dans cette catégorie-là. Et ce sont les gens qui sont déjà les plus en difficulté. Parce qu'on juge qu'ils n'auraient pas la productivité exactement, c'est suffisante tout à fait ça. C'est le bon terme. C'est exactement. C'est que alors, je ne vais pas faire de théorie économique, mais le salaire, grosso modo, ça doit refléter la productivité. Quand vous n'avez pas eu la chance de faire les bonnes études dans les bonnes écoles, vous avez une productivité qui est plus basse que quand vous sortez d'une grande école. Et donc, vous êtes plus susceptible d'être frappé par le chômage. Et donc, vous voyez, ce qu'on craint, c'est ça. La situation française, c'est pas la situation allemande. Parce qu'en Allemagne, on peut se permettre de l'augmenter. Mais bien sûr. Mais bien, vous êtes au plein emploi. Et vous avez une productivité qui est très élevée. Et en Espagne ? Notamment dans l'industrie. Et en Espagne, justement, ce que l'on voit, c'est qu'en dehors de l'année 2021, qui est une année de très forte croissance, comme en France, mais le SMIC a plutôt fait du chômage. Et voilà, c'est la raison pour laquelle... Les échos, hein. les échos disent, justement, il y a exactement ce qu'ils disent. À 6 mois d'écart. Mais... Oui, mais il y en a un qui porte sur 2019 et l'autre sur 2021. Donc 2021, mais en France aussi, on a eu 7% de croissance, donc il y a énormément de création d'emplois. Mais voilà, je pense qu'il faut regarder. Et puis en Espagne, il y a peut-être du rattrapage, parce que pour le coup, le SMIC était quand même pas mal plus bas. Si mais je pense que, je termine par ça, les salaires sont trop bas en France pour les gens qui sont au bas de l'échelle des salaires. Et ça, mon raisonnement, c'est pas un raisonnement économique, c'est un raisonnement social. Les gens qui bossent, ils travaillent plus de 40 heures, ils peuvent pas partir en vacances, c'est insupportable. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Mais l'augmentation du SMIC, c'est une réponse qui est simple, que tout le monde peut comprendre, mais on n'est pas sûr que ce soit la meilleure chose. Il y a peut-être des choses plus astucieuses à faire en matière de formation, faire en sorte que les gens changent de job. C'est très documenté. Les gens, ils augmentent leur salaire quand ils changent de job. Le truc, c'est que le caissier ou la caissière de supermarché change de job. C'est ça. Alors, c'est plus compliqué que d'augmenter le SMIC, parce qu'il faut voir ça avec les partenaires sociaux, il faut mettre en place des mécanismes de formation. C'est plus compliqué. Mais là, on peut vraiment proposer aux gens quelque chose de fort et de durable. Marie-Pierre. Oui, d'abord, Nicolas Bouzou l'a dit d'emblée, c'est une question de dignité. C'est-à-dire qu'effectivement, vivre avec le SMIC est quelque chose de quasiment impossible. Donc, à partir de là, on devrait tous... être d'accord sur cet objectif. Et d'ailleurs, vous disiez, mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait, etc. etc. Les lobbies sont très clairs. Il y a un exemple qui n'a pas été repris. Valérie Pécresse, elle l'a annoncé au début de sa campagne, elle voulait augmenter de 10%. Il s'est passé combien de jours, combien de semaines avant qu'elle rétropédale et qu'elle dise finalement non, 3%. C'était pas le SMIC, c'était les bas salaires. Non, mais elle demandait aux entreprises de prendre une partie des charges à leur Le SMIC était inclus dans tout ça. Parce que le MEDEF a dit, oh là là, mais non, c'est pas possible, etc. etc. Donc voilà, il y a deux conceptions. Bon. Ensuite, il y a des aspects qu'on occulte, enfin bon, qu'on doit prendre en compte. Ça a été dit par Thibault Langsat tout à l'heure, mais à contrario. La zone euro, on le voit, effectivement, il y a un mouvement général. Donc, à partir de là, on doit se poser la question différemment sur la question de la compétitivité française, puisque, effectivement, certains des pays qui nous entourent, on peut parler de l'Angleterre aussi, sont en train d'évoluer par rapport à ça. La troisième chose, c'est que ces personnes seront payées davantage, et vous le savez mieux que moi, elles consommeront. Donc, en réalité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais là, c'est qu'en réalité... Personne n'est capable de dire très exactement. L'exemple de l'Espagne, au fond, est assez intéressant. C'est-à-dire que d'emblée, on est, par exemple, employeur. On se dit, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens de payer davantage. Et puis, quand on regarde sur l'ensemble, d'abord, il y a des secteurs économiques qui l'ont fait
entre guillemets, spontanément. Enfin bon, c'est le secteur de la restauration. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvaient plus des personnes qui acceptaient d'être aussi mal payées pour le job qu'elles faisaient. Et ensuite, je vous ai la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande. Non, mais, et puis, le fait qu'effectivement, les personnes qui ont des très bas salaires n'épargnent quasiment pas et donc consomment. Et donc, c'est ça qui fait qu'au bout du compte, c'est sans doute assez difficile de savoir quel est l'effet réel sur l'économie de tout cela. Et j'en reviens à ma question de la dignité. C'est-à-dire qu'au fond, moi je suis responsable politique, quand on fait de la politique, il faut savoir pour qui on se bat et ce qu'on veut. Et donc, pour moi, la dignité, c'est premier, et on voit que les paramètres économiques peuvent s'aligner et que le mouvement européen fait qu'on ferait bien de s'aligner. Alors, de toute façon, moi je soutiens la candidature d'Anne Hidalgo, vous l'avez dit, toute la gauche soutient ces augmentations. C'est intéressant, je m'arrête parce que je sais que je suis trop longue. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, il me semble que je n'ai pas le souvenir de campagne présidentielle ou de campagne électorale en général où la question du pouvoir d'achat en général, on n'a pas parlé du gaz, de l'électricité, du pétrole, etc., est devenue une question absolument première au point, parce que des augmentations du SMIC évoquées comme là, il y a quelques années, les mêmes chiffres étaient articulés, on vous prenait pour un dingue. Bon. Aujourd'hui, c'est examiné et ça paraît essentiel. Deux petites remarques. Quand la consommation augmente en France, malheureusement, on l'a vu, ça fait le bonheur des agriculteurs espagnols, des marchands de téléphone chinois, parce que, si je peux me permettre de vous reprendre, 80% de ces métiers sont non délocalisables. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle, ça a été évoqué tout à l'heure par Nicolas Bouzou, on parle d'emplois qui ne sont pas, j'entends ce que vous dites, évidemment. Pour les services. Non, les services, c'est pas délocalisable. En tout cas, quand vous dites ces gens-là consomment, vous raisonnez comme si on était en économie fermée. Ah non, je ne raisonne pas comme ça. Bah si, parce que sinon, on a un déficit de 80... Le paramètre consommation fait que je dis que c'est difficile de savoir au bout du compte. Oui. Non, mais consommation, je vous montre juste une donnée. Je vous donne la parole, Sophie et Louis. Parce que simplement, quand on dit la dignité, bien sûr la dignité, mais les réalités sont tellement différentes. Regardez ce que coûte un café et regardez le loyer pour un appartement de 50 mètres carrés entre Paris et... Alors, on a pris Guéret, on aurait pu prendre Limoges, on aurait pu prendre Maubeuge. Guéret, c'est une agglomération, si on compte la ville et l'agglomération, entre 25 et 30 000 personnes. 1,30 € pour le café, enfin, c'est deux fois plus cher. Le café est 2 fois plus cher à Paris. Le loyer est 4 fois plus cher à Paris. 400 €, 1 600 €. Un SMIC national plaqué sur ces réalités, comme si tout était uniforme, c'est vrai que c'est compliqué. Peut-être qu'avec un SMIC à Paris, vraiment, on ne vit absolument pas. Peut-être qu'avec un SMIC à Guéret, la vie est moins difficile. Sophie, Louis. Avec l'augmentation des carburants, notez bien qu'à Guéret, on vit de moins en moins bien quand même. C'est la même chose. Là, il y a une espèce le prix des carburants, c'est le même. Il y a une espèce de rattrapage en termes de... Le prix des abonnements pour le portable aussi. Voilà, par exemple. Mais il y a des différences. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens en province, on le sait bien, sont plus obligés d'utiliser leur voiture et donc sont plus impactés par les hausses des prix des carburants. Alors, je crois que... on est tous d'accord sur le fait, c'est la première réflexion qui m'est venue à l'esprit quand j'ai connu les sujets qu'on allait aborder ce soir, que évidemment qu'il faut augmenter les bas salaires. 1000 choses nous l'ont montré. Vous le disiez en introduction, ces gens, la plupart des gens qui donc ne gagnent que le SMIC sont des gens qui ont été, comment dirais-je, des ouvriers de la première et de la deuxième ligne. Enfin, on s'en est rendu compte et je pense que, en dehors du fait que le chômage est moins une préoccupation et a été remplacé par le pouvoir d'achat, je pense qu'il y a un effet d'expérience sur le Covid qui quand même... Sophie, ce que dit Nicolas, c'est qu'il ne faut pas forcément augmenter ces plus bas salaires. Il faut faire en sorte que les gens qui gagnent ces salaires-là puissent évoluer dans leur carrière oui, mais en tout cas, c'est sûr que gagner 1 270 € aujourd'hui, c'est un vrai problème, notamment si vous habitez dans une métropole. Donc, il faut faire quelque chose. C'est vraiment compliqué de tenir le raisonnement inverse. Cela étant... j'ai lu le rapport, vous savez, il y a un groupe d'experts chaque année qui rend son rapport en fin d'année sur le SMIC. Et d'ailleurs, eux disaient « Ah non, il ne faut pas augmenter le SMIC ». Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai lu un peu tout ça, c'est un peu technique, mais pas trop, ça va. Et en gros, eux disent que pour aujourd'hui réduire la pauvreté, l'élément le plus fort, ce serait qu'il y ait moins de... salariés qui soient contraints de travailler un nombre d'heures assez faible. Autrement dit, c'est moins contraints au travail partiel. Oui, c'est ce facteur-là, selon eux, selon ce groupe d'experts,
qui a le plus pénalisé, si j'ose dire, en termes de pouvoir d'achat, les gens les plus modestes. Plus que le SMIC à plein temps, c'est le travail partiel contraint, donc salaire partiel. À la fois c'est assez logique et compréhensible, et en même temps ça m'a surprise, car disait-il, il se trouve que dans le rattrapage entre guillemets qui a eu lieu en 2021, un des rattrapages qui n'a pas eu lieu, c'est celui sur le nombre d'heures travaillées pour les gens qui voudraient travailler à temps complet. Il se trouve qu'en gros... Qui touche bien moins que le SMIC. Oui, mais on a un manque à gagner. C'est-à-dire que c'est moins bien. Oui, c'est moins bien en 2021 que ça ne l'était en 2019. Et j'ai trouvé que c'était... Je n'ai pas la solution. Les forces se portent aussi là-dessus. Je n'ai pas la solution pour résoudre cette question, mais en tout cas, ça m'a semblé extrêmement important. Parce qu'effectivement, là, c'est un peu la double peine. Quand vous êtes payé au SMIC horaire et qu'en plus, vous avez des horaires contraints plus faibles que ce que vous voulez faire, c'est encore plus dur. Louis, est-ce que c'est le social ou l'économique qui doit l'emporter en gros? Ou est-ce que ça pénalise vraiment l'économique d'augmenter? Non, mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est la première fois que les droites, parce que je vois par exemple Éric Zemmour comme Valérie Pécresse, sont en train de provoquer une forme de rupture. Lors des précédentes campagnes électorales, à chaque fois, on était sur des schémas classiques de droite. En gros, c'est travailler plus pour gagner plus, défiscalisation des heures supplémentaires, et on se disait avec ça existe toujours, hein, là. Ça existe toujours, et avec un peu de croissance, tout ira bien. Je caricature, je simplifie volontairement. Et on se rend compte quand même que le coût de la vie est tel qu'effectivement, ce n'est pas suffisant pour les gens qui gagnent simplement le SMIC. Et c'est là où je trouve que votre modèle, Nicolas, est très théorique, Nicolas Bouzou, pardon. C'est parce que vous dites qu'il faut que les gens puissent bouger, mais en fait, je pense que la caractéristique de ces personnes-là qui sont au SMIC, c'est qu'elles sont dans une sorte d'incapacité à évoluer pour beaucoup d'entre eux. Moi, je vois en tout cas autour de moi, les gens qui gagnent le SMIC, souvent, c'est pour faire un travail alimentaire, avec effectivement, vous l'avez dit, des gens qui sont assez peu qualifiés, et donc avec une capacité de mobilité qui est globalement assez faible. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est là où j'attends de voir la suite du raisonnement des candidats de droite, c'est que c'est très bien de vouloir faire ces mesures, mais de l'autre côté, il y a effectivement le côté un peu plus macro, qui est comment est-ce qu'on va financer ça, et avec des paramètres beaucoup plus exogènes, que sont la gauche, la croissance, la compétitivité. Exonération des cotisations. Oui, mais non, mais moi je trouve que... Comme si les cotisations ne servaient à rien. C'est déjà fait, de toute façon. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, ce ne sont pas des mauvaises mesures. Enfin, je ne suis pas en train de dire que même la mesure d'Éric Zemmour, par exemple, n'est pas inintéressante. Celle de Valérie Pécresse... Oui, je résume en 2 mots. La droite considère qu'il ne faut pas toucher à la compétitivité des entreprises, mais Emmanuel Macron, c'est pareil d'ailleurs. Et que comme il faut augmenter le pouvoir d'achat des gens qui sont au SMIC, il faut le faire non pas en imposant un surcoût aux entreprises, mais que c'est l'État qui doit le faire, alors soit via la fameuse prime d'activité, la prime pour l'emploi, rebaptisée prime d'activité, soit via des exonérations de charges ou de CSG pour Éric Zemmour, absolument, que l'État donc prend à sa charge. Bref, c'est l'État qui supplée aux entreprises pour assurer cette augmentation. Mais du coup, si on reste dans un logiciel libéral responsable de droite, il faut qu'à la fin, l'État puisse s'y retrouver quand même. Et donc, il y a quand même cette logique qui est le bout de la chaîne, qui est dépenser moins de dépenses sociales, et donc il faut que l'État s'y retrouve. Et donc pour ça, j'attends de voir quels sont les leviers que proposent les candidats en matière. Alors c'est très compliqué, c'est long, c'est structurel. En termes de croissance, ça veut dire qu'il faut réindustrialiser le pays. Moi, je me souviens de cette droite, je suis un peu dur sur la droite ce soir, mais moi, quand j'ai grandi, on m'expliquait que les sociétés évoluées étaient des sociétés de services, et que c'était les pays quasiment en voie de développement qui étaient les pays industriels. Et on était très fiers de ça. Et moi, je me souviens de mes livrets, parce que je suis très jeune. Et c'est vrai qu'on est en train de revenir, pas que pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de production de richesse nationale, à tous ces enjeux de réindustrialisation. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder ça de manière globale. On ne peut pas juste s'intéresser et décliner un programme sur les mesures pour les bas salaires. Il faut expliquer comment on le fait, et structurellement, comment est-ce qu'on se projette, comment est-ce qu'on voit la France dans 10 ans, 15 ans. Je sais qu'Emmanuel Macron essaie de le faire un petit peu, par exemple, sur la voiture de demain, il essaie de... même là, il a relancé, contre toute attente... Non, mais il y a les plans d'investissement pour 2030, les grands plans dont il bénéficie aussi grâce au plan d'investissement post-crise. Mais je serais curieux, et ça m'intéresse réellement, je suis curieux de ça, de voir quelles sont ces propositions-là dans des secteurs ultra stratégiques, très rentables, et dans lesquels on a une vraie valeur ajoutée qu'on peut revendre à l'étranger. Et là, pour le coup, la boucle est bouclée. Et donc, on sort de cette idée de déficit commercial. Mais Nicolas, d'un mot, pour vous, les entreprises ont ou pas les moyens aujourd'hui de assumer une hausse? Ça dépend lesquels. En fait, c'est tout le problème. Il y en a, oui, bien sûr. Alors, cela dit, les entreprises qui ont les moyens, en règle générale, les gens sont déjà pas au SMIC, ils sont un peu au-dessus, si vous voulez. Donc, c'est tout le problème du SMIC. Mais
juste un mot. Moi, je ne suis pas favorable aux propositions de la droite qui visent à dire, au fond, on va compenser la hausse du SMIC en baissant les cotisations sociales ou les cotisations... Alors, les cotisations patronales, il n'y en a déjà pas au niveau du SMIC. C'est terminé. Bon. Mais pourquoi? Alors, pardonnez-moi d'être un peu rigoureux, mais les cotisations sociales, c'est un élément du salaire. Donc, en fait, quand on baisse les cotisations... Parce que ça ouvre des droits. Ça ouvre le droit à la retraite, le fait d'aller à l'hôpital, etc. Donc, quand on baisse les cotisations sociales, on baisse les salaires, en fait. C'est pas le même type que le salaire net, mais c'est le salaire. Donc, c'est pas la bonne solution. Et puis, il faut pas ruiner la sécurité sociale, franchement, qui a pas besoin de ça. Juste pour bien comprendre, pourquoi en Allemagne, les salaires dans l'industrie sont nettement supérieurs aux salaires dans l'industrie en France? Pourquoi? Parce que les gens dans les industries en Allemagne, ils sont sur des machines, des robots, du matériel super sophistiqué qui leur permettent d'avoir une productivité supérieure et donc des salaires qui sont très supérieurs. Et donc, je sais que c'est pas facile politiquement parce que on a envie d'avoir des résultats tout de suite. Je comprends parfaitement ça. Mais là, pour le coup, je suis d'accord avec Louis. C'est-à-dire que la clé, c'est quel effort d'investissement, d'industrialisation, de remise à niveau de notre économie, quel effort on est capable de faire. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à court terme, par exemple, comme il y a des malheurs sociaux dans notre pays, on augmente la prime d'activité, puisqu'en effet, les gens qui sont au SMIC et qui n'ont pas les moyens, comme je le disais, d'acheter des vacances... C'est ce qui a été fait, depuis les Gilets jaunes et encore dernièrement. On augmente un peu la prime d'activité, mais tout en sachant que c'est pas tenable à terme. Et puis les gens, moi je vois bien, les gens ils veulent du salaire, hein. Ou le déficit. Ils veulent pas que l'État leur... Bien sûr, la prestation sociale... Ils veulent que ce soit le travail qui paye. Sociale plutôt que rien. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Mais la vraie solution à long terme, c'est être capable de revitaliser notre économie. Un dernier mot, Sophie et Marie-Pierre. Oui, juste pour dire qu'en France, on a aussi un problème. Moi, les propositions de la droite, je les trouve quand même assez problématiques. Pourquoi? Parce que, en dehors de ce que disait Nicolas, et qui est absolument juste, il y a le fait que quand vous exonérez les gens qui sont au SMIC, les employeurs qui emploient des gens au SMIC de cotisation patronale, vous créez une sorte d'effet d'aubaine. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens qui gagnent 200 € de plus que le SMIC, eux, par contre, il va y avoir des cotisations sociales. Ça pousse donc à un tassement des salaires et non pas à une évolution. Or, ce qu'on veut justement, c'est que les gens évoluent, c'est qu'ils puissent être augmentés. Et là, ils ne le seront pas. Or, et ça, c'était vraiment, un chiffre qui m'a, que je conserverai en tête. En Europe, la France est le pays où le SMIC représente le poids le plus élevé par rapport au salaire médian. Vous prenez le salaire médian, eh bien le SMIC représente 60% du salaire médian. C'est-à-dire... Il y a un écrasement des salaires. Et donc, les propositions de la droite, merci, bonjour, ça va écraser, ça va créer une espèce de chape de plomb sur la progression individuelle. Un dernier mot, Marie-Pierre. Mais je crois qu'on ne peut pas y couper. Je veux dire qu'on a tous vécu l'épisode des Gilets jaunes comme étant la traduction de ce qu'il y avait une partie des Français qui vivaient dans une autre vie, qui avaient des modalités de vie, même si à Guéret, on a besoin effectivement de faire son plein d'essence. Donc voilà, c'est incontournable. Donc on va voir, les propositions de la droite, elles ont été précisées et on en a pointé les faiblesses. Donc je n'y reviens pas, parce qu'évidemment c'est problématique. Il n'y a pas que des faiblesses dans les programmes économiques de droite. Non, je parle juste du SMIC et de l'augmentation des bas salaires et du fait que exonérer d'un certain nombre de cotisations alors que ce n'est pas des choses qui ne servent à rien, est assez irresponsable. Mais c'était leur façon, et c'est aussi un signe, c'est aussi un symptôme de ce que cette question est incontournable, et tant mieux. Je veux dire qu'on est dans une campagne où finalement on aborde trop peu, n'émergent que trop peu les sujets de fond, qui sont importants. Sauf ici. Non mais, évidemment. Non, mais c'est... Voilà, donc tant mieux si cette question... Si le débat est posé. Voilà. Bien. Le moment est venu d'entamer un nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous pour 2022. Tous les lundis, nous allons accueillir Hervé Gattegno. Hervé Gattegno sans filtre. Il nous rejoint, Hervé Gattegno. C'est un grand nom de la presse française. Il a été le rédacteur en chef de Vanity Fair. Il a été le directeur de la rédaction du Journal du Dimanche, de Paris Match. Et tous les lundis, déjà, nous aurons la chance d'entendre... d'observer son regard acéré sur cette campagne 2022. Bonsoir Hervé, soyez le bienvenu. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, ce soir, notre Gattegno sans filtre regarde du côté de cette campagne électorale. Quel est le bruit de fond qu'on entend sur la campagne? Et je pense qu'on sera tous d'accord. C'est qu'elle n'est pas tout à fait au niveau. C'est qu'elle est un peu ennuyeuse. C'est qu'elle n'intéresse d'ailleurs pas beaucoup les Français. Je voudrais simplement vous montrer quelques articles récents dans la presse, alors que ce soit dans
dans le Figaro, que ce soit dans Sud-Ouest. Mais enfin, cette petite musique, c'est la même. Franchement, cette campagne, c'est pas terrible, quoi. Et puis, je voudrais vous montrer aussi un ou deux sondages. BVA pour RTL. L'intérêt des Français pour l'élection baisse. L'intérêt des Français pour la campagne baisse. 69% aujourd'hui, c'était 73 fin janvier, par exemple. Qui connaît la date de l'élection présidentielle? Qui connaît la date de l'élection présidentielle? Là, c'est l'intérêt pour l'élection. 57% des Français ne connaissent pas la date de l'élection présidentielle. Quand on dit ça, on ne parle pas du... Ça me paraît pas énorme. Du jour. Non.